Bonjour à toutes et à tous. L'Institut français de Roumanie à Iași organise, comme vous le savez déjà, chaque année, dans le contexte de la Journée internationale de la mémoire des victimes de la Shoah, des séries d'événements avec comme focus ces dernières années la formation du jeune public. Pour cette édition en ligne, nous avons comme invité Monsieur Alban Perrin, coordinateur de la formation au mémorial de la Shoah. Bonjour Bonjour. et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet échange d'idées animé par Cristina Iliescu, coordinatrice de la médiathèque de l'Institut français de Roumanie à Iași, et moi-même, Raluca Varlan-Bondor, responsable de culture et communication. Je vous propose de commencer par une question générale qui porte sur la signification de la date du 27 janvier, internationale de la mémoire des victimes de la Shoah. Alors, le 27 janvier est devenu depuis 2005 une année de commémoration internationale des victimes de l'Holocauste. Cette date commémore l'arrivée des premières troupes soviétiques à Auschwitz le 27 janvier 1945, après la reprise de l'offensive de l'armée rouge 15 jours auparavant en direction de Berlin. Il est assez paradoxal de constater que le 27 janvier soit devenu aujourd'hui une journée si importante, alors que finalement, le 27 janvier 1945, il s'est passé très peu de choses à Auschwitz, parce que Auschwitz était devenu un lieu vide. Et la plupart des rescapés d'Auschwitz dont nous connaissons les témoignages ont été libérés ailleurs après avoir été transférés à l'approche de l'armée rouge par les gardiens SS. Un très petit nombre enfin, quelques milliers de prisonniers, en particulier des Juifs, étaient encore présents à Auschwitz le 27 janvier 1945, dont Primo Levi, dont tout le monde connaît l'ouvrage Si c'est un homme, qui s'achève sur l'arrivée des premières troupes soviétiques à Auschwitz le 27 janvier 1945. On connaît un peu moins la seconde partie du récit de Primo Levi, qui commence au même moment, qui repart du même épisode de l'arrivée des troupes soviétiques à Auschwitz le 27 janvier 1945. Et il montre dans ce texte l'ahurissement complet des soldats soviétiques qui ne s'attendent absolument pas à ce qu'ils vont découvrir. Donc, j'en lis ici quelques lignes. La première troupe russe arriva en vue du camp vers midi, le 27 janvier 1945. Charles et moi la découvrîmes avant les autres. Nous transportions à la fosse commune le corps de Somogy, le premier mort de notre chambrée. Nous renversâmes la civière sur la neige souillée, car la fosse commune était pleine, et l'on ne donnait pas d'autre sépulture. Charles enleva son bonnet pour saluer les vivants et les morts. Voilà. Et donc, Auschwitz est devenu un lieu vide. Les prisonniers ont été transférés à partir du 18 janvier dans le cadre des marches de la mort. Et lorsque les soldats de l'armée rouge arrivent à Auschwitz le 27 janvier 1945, eh bien, ils découvrent un espace vide qui a été abandonné par les derniers SS les heures auparavant, SS qui ont fait sauter le dernier crématoire de Birkenau avant leur départ. Un général soviétique, le général Petrenko, d'origine ukrainienne, soulignera dans un témoignage paru beaucoup plus tard qu'effectivement, il n'y avait pas eu d'ordre spécifique pour libérer Auschwitz, que ça n'était pas un objectif militaire, puisque les ordres étaient d'avancer le plus rapidement possible vers l'ouest, vers l'Oder, vers la rivière Neisse, et puis ensuite de reprendre, de terminer la guerre en allant jusqu'à Berlin. Et lui-même est complètement ahuri par ce qu'il découvre. Donc, ce qui se passe le 27 janvier 1945, c'est une forme de non-événement en réalité, puisqu'il y a des combats pour libérer la ville d'Oświęcim, la ville d'Auschwitz. Oświęcim est le nom polonais de la ville. Il n'y a pas de combat véritable dans l'espace du camp lui-même, où des détenus à bout de force, trop faibles pour marcher, ont été abandonnés à leur sort par les SS. En revanche, quelques semaines plus tard, les Soviétiques comprendront l'enjeu symbolique de l'ouverture du camp d'Auschwitz et tourneront des images de propagande
totalement factice hein, de l'arrivée des troupes soviétiques à Auschwitz, où l'on voit une masse de prisonniers hein, qui n'en sont pas en fait, hein, puisque ce sont des gens qu'on allait chercher dans les villages environnants pour retourner la Seine, qui accueillent à bras ouverts les soldats de l'Armée rouge. On voit que ces images ont été tournées plusieurs semaines après, hein, puisqu'il n'y a plus de neige. Et que d'ailleurs les gens qu'on libère ont l'air d'être en parfaite santé, hein, ce qui montre que cette scène a été complètement reconstruite, refabriquée par la propagande. Et puis finalement, la date du 27 janvier va s'imposer hein, progressivement comme une date commémorative importante. Et en particulier, au début des années 2000, le Conseil de l'Europe va choisir cette date hein, comme mémoire date de commémoration de la Shoah. Et puis finalement, en novembre 2005, l'ONU va se saisir de cette date, elle aussi, hein, pour instituer donc une journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Donc c'est ce paradoxe que je voulais souligner. Le 27 janvier 1945, une forme de non-événement avec l'armée rouge qui tombe un peu par hasard sur un lieu qui en réalité est pratiquement vide. Et puis ce symbole international aujourd'hui. Puisque nous sommes à Iași, où il y a eu d'ailleurs un pogrom important avec plus de 13 000 morts, je vous propose d'évoquer brièvement la personnalité de Benjamin Fondan, poète, cinéaste, philosophe originaire de Iași. Je me retrouve d'ailleurs dans une salle à l'Institut français de Roumanie à Iași qui porte le nom de Benjamin Fondan. Oui, alors... il y a un texte extrêmement fort de Benjamin Fondan que moi j'avais eu l'opportunité de découvrir grâce à un professeur d'histoire lors d'un des tout premiers voyages à Auschwitz que j'avais réalisé et qui est un poème absolument extraordinaire puisque Benjamin Fondan raconte dans ce texte, il nous parle de sa propre mort. Et puis il y a une dimension très importante, c'est que de même que le livre de Primo Levi s'intitule « Si c'est un homme », de même que Robert Antelme, un déporté résistant français, a intitulé son livre de souvenirs « L'espèce humaine », le poème de Benjamin Fondan, qu'il rédige en 1942, insiste d'abord sur cette dimension. Je fais partie de l'espèce humaine et je vous parle d'homme à homme. C'est vraiment un cri par-delà l'humiliation, par-delà le rabaissement subi par les Juifs à travers la persécution hein, qui précède l'assassinat. Je lis les premiers vers de ce poème écrit à Paris en 1942 hein, par Benjamin Fondan, un poète roumain qui est venu s'installer en France après la Première Guerre mondiale. C'est à vous que je parle, homme des antipodes, je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il ne pas crier vengeance? La Lalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nous eûmes en partage, il reste peu d'intelligible. Et puis, je vais simplement évoquer ici la seconde strophe qui m'avait énormément marqué lorsque je l'avais entendu la première fois à Auschwitz, lu sur les lieux mêmes de son assassinat. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous, etc. Et donc, dans la suite du poème, Benjamin Fondan explique eh bien, à quel point il était un homme ordinaire. Et puis, pourtant, tout d'un coup, il y a une rupture brutale. Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes, personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage,
pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Là, je trouve que c'est un poème extrêmement fort parce qu'il résume en quelques lignes finalement tout ce qu'a été le sort des Juifs en Europe sous le nazisme et pendant la Shoah, avec non seulement la mort elle-même, mais la peur constante et puis la stupidité profonde de l'antisémitisme, un délit que vous n'avez pas fait, un meurtre dont il manque encore le cadavre, c'est-à-dire tout ça c'est pour rien, les Juifs n'ont absolument rien fait, ils ne sont coupables de rien, et pourtant, pourtant les désastres à l'eau, pourtant les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Et puis cette phrase extrêmement forte, extrêmement brutale, extrêmement directe, ce visage d'homme qu'il revendique, pourquoi est-ce qu'il revendique avec autant de force son humanité? Parce qu'il dit que ce visage, donc le sien, avait servi à tout le monde de crachoir. Voilà. Les Juifs sont devenus ceux contre lesquels on crache son venin, contre lesquels on déverse toute sa haine. Et puis, c'est la dernière strophe. Un jour viendra sans doute quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Donc ça, je trouve ce vers extraordinaire parce que finalement, il nous parle à nous maintenant, aujourd'hui, par-delà son propre assassinat, puisque ce poème, il le rédige en 1942, mais effectivement, en 1944, il sera arrêté, amené avec sa sœur à Drancy, puis déporté à Auschwitz, où il sera effectivement assassiné. Donc, ce poème écrit 2 ans avant son assassinat prend dès lors tout son sens, et il écrit quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent, vous voyez, il le répète, les Juifs n'ont rien fait, ils ne sont coupables de rien, l'antisémitisme c'est du vent, et que tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie, un visage d'homme tout simplement. Voilà, donc cette revendication, malgré la haine, malgré tout ce qui est construit pour rejeter les Juifs en dehors de l'humanité, il revendique par-delà la mort ce destin au commun qui s'appelle tout simplement l'humanité. Christina? Pour revenir au moment présent, parce que depuis, bon, il y a presque une vie humaine en termes de chronologie, 78 ans, depuis la découverte concrète de ce qui s'est passé à Auschwitz par des témoins, davantage l'armée russe et ensuite tout ce travail de mémoire qui a été fait à Auschwitz est devenu un lieu touristique. Oui. Il y a une différence, comme c'est un lieu touristique, même c'est un tourisme très particulier parce que c'est la mémoire sanglante de l'humanité. Il y a encore des blessures qui vont guérir que partiellement. Là, comme c'est devenu un lieu touristique, en fait, il y a ces foules de touristes, parfois très nombreux, qui y vont. Et cet exercice émotionnel de la mémoire, en fait, se met en face à face avec la foule qui, parfois, on peut dire qu'elle est irrespectueuse du passé parce qu'ils se comportent comme... ils prennent leurs souvenirs, ils sont joyeux et ils se comportent comme une masse de touristes qui vont voir un lieu touristique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réalité, en fait? Alors, c'est effectivement très compliqué de la part de la direction du musée d'Auschwitz, puisque à la fois, il est important que le lieu soit ouvert, qu'un maximum de gens puissent s'y rendre à titre individuel ou dans le cadre de voyages d'études, de voyages scolaires, mais en même temps, c'est un lieu qui est finalement relativement petit, qui évidemment n'a pas été conçu pour accueillir une masse importante de visiteurs, et le nombre, bien évidemment, et donc le nombre de visiteurs qui était aux alentours de 500 000 personnes par an au début des années 2000 n'a cessé de progresser jusqu'à la pandémie de Covid-19. Et après les Journées mondiales de la jeunesse, donc, qui avaient été organisées à Cracovie en 2016,
eh bien, le nombre de visiteurs avait atteint plus de 2 millions de personnes par an. Alors, Birkenau est un lieu relativement étendu, vaste, où effectivement un grand nombre de personnes peuvent se trouver simultanément, mais en revanche, l'organisation des parcours sur place à Auschwitz I est devenue vraiment un problème quotidien. Et effectivement, on peut se demander vraiment quel travail d'histoire on peut réellement faire lorsqu'il y a une foule compacte qui va passer d'un bloc à l'autre tout au long de la journée. Le directeur du musée d'Auschwitz soulignait dans une interview qu'au mois d'août, il y avait pratiquement un visiteur passant sous le portail Arbeit-Frei toutes les 2 secondes au milieu de la journée. Donc, effectivement, il y a grand écart entre, comment dire, l'importance du lieu et le fait qu'il doit rester ouvert au public et qu'un nombre important de personnes puissent le voir chaque année, et puis la situation concrète des lieux où l'entassement des gens qui sont parfois très intéressés, mais qui, pour d'autres, ne sont pas toujours très respectueux, comment cette importance cette concentration de touristes sur un même lieu, de visiteurs sur un même lieu, peut laisser passer la réflexion, le travail d'histoire. Ça devient quand même assez difficile lorsque 2 millions de personnes par an se pressent dans les vestiges d'un camp de concentration. Et puis il y a une dimension un peu étrange quand même, c'est que Auschwitz est devenu une sorte de produit touristique, c'est-à-dire que vous avez des agences de voyage qui vont proposer la visite d'Auschwitz comme ils vont proposer la visite de la mine de sel de Wieliczka au sud de Cracovie et organiser des minibus qui vont amener les gens directement depuis leur hôtel jusqu'à Auschwitz en leur permettant de faire l'aller-retour depuis Cracovie en gros une demi-journée. Vous allez vous rendre à Auschwitz le matin, vous allez visiter rapidement les lieux et vous allez rentrer ensuite à l'hôtel. Donc ça, évidemment, ce sont des conditions de visite des lieux qui sont complètement contradictoires avec l'exercice d'un véritable travail d'histoire et tout simplement avec le respect minimum que l'on doit aux plus d'1 million de personnes qui ont été assassinées sur place. Oui, c'est pratiquement l'offensive de la vie des gens, en fait, de la vie actuelle sur le passé, tant qu'il était avec les camps de concentration semer la mort. Là, c'est la vie que se venge de manière un peu extrême, voire parfois radicale, de cet état de siège touristique qu'on peut remarquer. J'avais une autre question. En fait, comme on est encore, bon, espérons que la pandémie va s'éteindre comme une guerre, parce que parfois on la traite comme un état de guerre, surtout par les mesures qui sont prises et qui sont assez restrictives pour la liberté des personnes actuelles qui ne comprennent pas toujours s'ils ne sont pas touchés directement par la maladie dans son forme grave. Ils prennent les restrictions nécessaires pour lutter contre cette fléau comme une atteinte à leur vie privée, à leur liberté. Et parfois, ça permet au mouvement d'extrême droite de faire revivre l'histoire de l'étoile jaune. Et oui, alors il y a eu les restrictions sanitaires comme une espèce de visite dans le passé qui peut amener encore une guerre réelle. Qu'est-ce que vous en pensez de ces attitudes? Eh bien, de manière dans votre travail de formateur, de manière assez effrayante, on va dire les choses directement, les mouvements anti-masques et anti-vax n'ont pas hésité à instrumentaliser la mémoire de la Shoah en considérant que les restrictions qui étaient imposées aux non-vaccinés équivalaient aux persécutions contre les Juifs, n'hésitant pas à manifester dans les rues avec des étoiles jaunes sur lesquelles il était marqué non-vacciné.
finalement assimilant leur sort à celui des victimes de la Shoah, ce qui est effectivement, enfin évidemment, une instrumentalisation particulièrement grossière et injurieuse de la mémoire de la Shoah. Et puis on a vu aussi, par exemple, circuler sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Twitter, à l'automne 2020, au moment où le port du masque était systématiquement imposé dans les écoles en France, un tweet, un message comparant le port du masque en classe aux chambres à gaz, puisque les enfants ne pouvaient plus respirer à cause de ces masques qui leur étaient imposés, et que finalement c'était un véritable génocide des enfants qui allait être provoqué par les mesures sanitaires. Donc, ce qui est visible à travers ça, c'est que nos sociétés sont imprégnées d'une connaissance relativement confuse de ce qu'a été la solution finale, avec les chambres à gaz, etc., le mot génocide, et que finalement, cette connaissance confuse participe d'une forme de banalisation de l'événement, de trivialisation de l'événement, et que dans un contexte où on va demander aux gens un effort pour éviter la propagation d'un virus qui tue aujourd'hui actuellement en France, là en janvier 2022, plus de 200 personnes par jour, eh bien on va comparer ces mesures sanitaires aux lois de Nuremberg ou aux mesures prises par les nazis à l'encontre des Juifs avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça participe d'une banalisation, d'une trivialisation de l'événement. Peut-être que plus on s'éloigne de l'événement, plus on s'éloigne de la Seconde Guerre mondiale, et puis finalement on s'autorise à instrumentaliser cette mémoire, à jouer avec ce souvenir qui est exprimé, ressenti d'une façon de plus en plus confuse. Oui, c'est ça la réalité actuelle, malheureusement. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour défendre cette mémoire exactement dans le besoin d'exercice de mémoire que l'on aura toujours pour ne pas... Bien, oui. On va essayer de réaliser un travail d'histoire de manière la plus précise possible, en rappelant ce qu'a été effectivement le destin des Juifs pris dans la NAS. Et j'ai ainsi eu, moi, l'occasion, dans l'école du village où mes enfants sont scolarisés, d'évoquer le parcours de deux Juifs roumains qui s'appelaient Joseph et Ottilia Ziegler, qui venaient donc de Suleța, pardonnez-moi pour l'accent, à proximité de Iași, et qui étaient arrivés en France au début du XXe siècle. Et donc, on va prendre, par exemple, le destin d'une famille comme celle-ci. Donc, Joseph et Ottilia n'ont pas eux-mêmes été arrêtés ni déportés. En revanche, leur fille, Anna, qui était française, née en France, a été dénaturalisée par le régime de Vichy et a été arrêtée le 16 juillet 1942 et déportée à Auschwitz, où elle a été immédiatement assassinée. On va évoquer, par exemple, puisqu'on parlait à l'instant de l'étoile jaune, le fait que ces deux personnes âgées qui étaient en France dans un petit village pendant l'occupation, eh bien, elles ont été contraintes à partir de juin 1942 de porter l'étoile jaune. La question qu'on ne peut pas leur poser, puisqu'ils sont morts très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, en partie de chagrin, puisque 2 de leurs enfants sur 3 avaient été assassinés dans le cadre de la Shoah, c'est finalement sans doute la forme de trahison qu'ils ont ressentie à l'encontre des autorités françaises. Si ces gens avaient quitté leur terre natale pour venir vivre en France, c'est parce qu'ils pensaient que la France était le pays des droits de l'homme, un pays qui avait donné la citoyenneté aux Juifs pendant la Révolution française. Et je pense que pour ces personnes, de se voir ainsi imposer des persécutions, non seulement par les Allemands, mais aussi par le régime de Vichy, a été indubitablement ressenti comme une forme de trahison, de savoir que leur fille a été arrêtée par des policiers français, alors que précisément ils étaient venus fonder une famille en France en pensant qu'ils seraient plus en sécurité peut-être là que dans leur pays d'origine, a été sans doute ressenti comme une trahison complète. Donc c'est ce travail d'histoire que l'on va essayer d'exercer, de maintenir à travers des sources, à travers des archives, montrer que l'histoire, ça ne fonctionne pas avec des grandes catégories, des grands mots qu'on peut ainsi manipuler, mais que ça consiste à retracer un
parcours, des itinéraires, un récit construit des événements historiques à partir de sources précises. Alban Perrin, merci. Ce sont des sujets que nous aurons peut-être l'occasion de développer davantage dans le contexte de la commémoration du pogrom de Iași. Merci également pour ces recherches et ces histoires sur les 2 juifs roumains que nous pourrons peut-être évoquer également dans ce contexte-là. Merci et merci Cristina Iliescu. Merci à vous.